Bonsoir et bienvenue sur France 3 Côte d'Azur pour cette prise d'antenne exceptionnelle à l'occasion des 1 an à 5 jours près, puisque c'était le 2 octobre, on est le 27 septembre, à l'occasion des 1 an de la tempête Alex et du phénomène méditerranéen qui ont défiguré, dévasté les vallées de la Roya et de la Vésubie. On est ici à Saint-Martin-Vésubie, à côté du Boréon, dans un paysage quasi lunaire, on dirait, regardez, on dirait un tremblement de terre, on dirait un cataclysme. C'est vraiment très impressionnant 1 an après. À Saint-Martin-Vésubie, mais on sera également dans la Roya, à Fontan avec Loïc Blache et aussi à Tende tout à l'heure avec Laurent Menet pendant 90 minutes pour une émission exceptionnelle parce que la tempête Alex a fait 10 morts, 8 disparus, 13 000 sinistrés, 1 milliard d'euros de dégâts sur l'ensemble des infrastructures et évidemment il est tombé aux alentours de 650 millions de tonnes d'eau sur la Roya, sur la Vésubie. Souvenez-vous, c'était le 2 octobre dernier. Fuir pour échapper à la mort. C'était la seule solution pour les habitants des vallées de la Roya et de la Vésubie l'après-midi du 2 octobre. Putain de merde! Le pont de la Maïssa qui se fracasse sur le Boréon déchaîné et partout l'équivalent de plusieurs tsunamis qui ravagent les villages. Le cimetière, il est parti. Il y a tout qui s'en va, toutes les voitures, tous les camions et les gens qui sont coincés dans les maisons. À Tende, l'eau déborde sur le pont des Truites, tandis qu'à Saint-Martin, la gendarmerie et la station-service se sont écroulées. On se dit clairement qu'il vaut mieux pas se retrouver dedans, parce que là c'est impossible de s'en sortir. Sur le littoral, le Var et la Roya sont tout près de déborder. Et pendant que les premiers secours s'organisent, l'eau s'infiltre maintenant de partout dans le tunnel de Tende. Et puis la nuit va tomber, il reste juste le bruit de la furie. Le 3 octobre au matin, les vallées sont inaccessibles par les routes et c'est d'abord du ciel qu'on découvre le chaos. Les villages sont écorchés vifs, défigurés. Et on compte déjà les premières victimes. Loïc et Bruno, 2 pompiers qui ont perdu la vie pour tenter de sauver celle des autres. Des hommes et des femmes ont péri aussi dans leur maison. 10 morts et 8 disparus, c'est le bilan total, dont le frère de ce berger à Tende. J'ai tout perdu, 40 ans de ma vie. Tout. Perdu les bêtes, perdu mon frère, perdu tout. Les cimetières aussi ont été dévastés, les tombes, les cercueils sont partis à la mer et très peu, aujourd'hui encore, ont été retrouvés. Traumatisme aussi face à la nature qui ce soir-là, comme par exemple au Boréon, a impacté les consciences. Une impression d'impuissance, de fragilité, de considérer que la nature, elle est plus forte que nous. Elle est beaucoup plus forte que nous. Et c'est la solidarité qui a remonté le moral des sinistrés. Dès les premières heures du drame, des tonnes de nourriture et de vêtements ont été offertes à tous les habitants qui avaient peu ou plus rien. Le président de la République est venu sur place. Il a promis les millions de la reconstruction, tout en étant confronté à la détresse. C'est très dur. Il y a des gens qui ont tout perdu. Nous, on essaye de faire face, mais on peut pas rester solide longtemps. Il faut nous aider maintenant. Il ne faut pas nous oublier. Il faut refaire notre belle Roya. La Roya, le Mercantour, la Vésubie, frappés ce jour-là par un épisode méditerranéen conjugué à la tempête Alex. Les spécialistes de Météo France et de Polytech à Sophia Antipolis ont évalué qu'il est tombé 650 millions de tonnes d'eau qui ont charrié la boue, les arbres et les pierres, visibles plusieurs jours après la tempête, à des kilomètres d'altitude, par satellite. Retour ici en direct de Saint-Martin-Vésubie, au bord du Boréon, avec des pompiers qui étaient là pour sauver les personnes le jour de la catastrophe et les jours qui ont suivi. On est avec Christophe et Clément. Bonjour, mais on va tout de suite dire qu'ici, on est sur les lieux où se trouvait votre ancienne caserne qui a été balayée. Voilà ce qui peut en rester aujourd'hui.
Ouais, alors elle est partie, je crois, dans la nuit Elle est partie au petit matin, si mes souvenirs sont bons. Il ne faisait pas encore jour, apparemment. Je n'ai pas exactement le souvenir, mais elle est partie au petit matin. Alors, vous avez envie, évidemment, puisqu'il n'y a plus de caserne et qu'on est dans ce décor, je l'ai dit tout à l'heure, de cataclysme, vous avez envie de retrouver une caserne. Il y a des bonnes nouvelles ou pas ? Il y a des très bonnes nouvelles. Là, pour l'instant, nous sommes relogés par monsieur le maire qui nous a mis à disposition des locaux qui ont été réhabilités par le SDIS. Donc, nous avons des locaux fonctionnels qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir assurer nos missions de secours. Et dans un deuxième temps, on a eu la surprise le jour de la fête patronale de Saint-Martin-Vésubie. Le député Éric Ciotti nous a annoncé une bonne nouvelle, que nous ferions partie d'un projet de réhabilitation de la place de la Gare où la caserne ferait partie intégrante de ce projet. Alors c'est une bonne nouvelle avec la future caserne. On a vu aussi que vous avez perdu 2 des vôtres, dont notamment Loïc, qui était ici dans cette caserne. Et effectivement, comme je disais, on a perdu 2 collègues, on a payé un lourd tribut, les pompiers payent un lourd tribut de cette catastrophe. Malheureusement, on pense à eux, on pense à Loïc, qui était un enfant du pays. Et qui était volontaire, on le précise, qui était un pompier volontaire comme tous les pompiers ici. Tout à fait, il était pompier volontaire, engagé depuis 2 ans, voire 3 ans. Donc un enfant du pays, comme je disais. Et c'était quelqu'un qui allait sauver les autres, comme Clément. Comme Clément, un enfant du pays. Bonsoir Clément. Bonsoir. Vous êtes né ici, vous êtes un gars du pays comme l'on dit, vous êtes toujours engagé chez les pompiers parce que vous avez eu envie de sauver les gens. Quel est le souvenir, si vous deviez garder un souvenir de ce qui s'est passé l'année dernière, c'était quoi ? Des souvenirs, il y en a plusieurs, mais on en a plein la tête. J'ai aussi le souvenir de quand on a essayé de mettre en sécurité côté rive droite du village, dans le vallon de la Madone des Fenestres, quand on a évacué tout le bord du village, tout au bord de la rivière. Ça fait plusieurs dizaines de personnes ? Oui, on a évacué une trentaine de personnes sur les coups des 11h. De 11h à 4h du matin, c'était progressif. On évacuait en fonction de l'évolution du sinistre. Parce que on n'était pas habitué à ça et du coup on allait en fonction du sinistre, on voyait par rapport aux heures, à l'évolution et on a évacué environ une quarantaine de personnes du côté du vallon de la Madone des Fenestres. On tenait vraiment à vous rendre hommage aussi, à rendre hommage à votre courage et à votre travail à ce moment-là parce que ça a été très dur et c'était pas évident. Et il y a eu bien sûr beaucoup de victimes, on l'a dit tout à l'heure dans le reportage, et puis il y a des personnes qui ont tout perdu, qui sont franchement dans l'amertume à la fois et dans la peine. Je vous propose d'écouter ces 2 témoignages recueillis par Chantal Fazi et Jamel Mouaki. Donc ça, c'est une photo de notre famille à un mariage. Donc il y avait ma mère, mon père. Ce sont les seules photos qui lui restent de sa famille, de sa mère, Paul Lufredi Marsal. À 88 ans, elle vivait seule à Saint-Martin-Vésubie. Le jour de la tempête, en début d'après-midi, ses filles lui ont téléphoné. J'ai appelé notre mère, qui m'a répondu, qui m'a dit qu'il y avait beaucoup d'eau. Mais comme elle était en sénilité sévère, c'était difficile de savoir la réalité des choses. Donc on a appelé son voisin, monsieur Vial, qui a dit à ma sœur que tout allait bien, il n'y avait pas de souci, l'eau passait bien. Et puis après, quand on l'a rappelée, elle ne répondait plus au téléphone. Et puis après, il n'y a plus eu de ligne. Et donc on ne sait pas quand est-ce qu'est parti le chalet, mais elle est partie. Monsieur Vial, son voisin, est parti aussi. Et nous, on n'a rien pu faire en fait. Dans le quartier au-dessus de la gendarmerie, plusieurs chalets ont été emportés avec leurs occupants. Aujourd'hui, Diane s'interroge, pourquoi n'ont-ils pas été évacués ? On n'a pas compris pourquoi la mairie, en fait, notre maire n'a pas été évacuée, sachant que le quartier avait été évacué en 1994. Donc quand bien même les secours étaient occupés ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait comme à Roquebilliard ? Pourquoi ils n'ont pas appelé ma sœur pour lui dire, écoute, c'est un quartier à risque, va chercher ta mère. C'était si facile dans un village. Aujourd'hui, la route passe là où la maison de la mère de Diane et d'autres chalets ont été engloutis. Le terrain allait jusqu'à la maison. La maison se trouvait à droite de l'arbre. Marie-France Charbonneau a vu l'eau monter ce jour-là. Elle a filmé le début de la tempête et c'est allé très vite. Il a commencé à pleuvoir vers 14h30. À 15h, je suis sortie et j'ai constaté que le lit de la Vésubie était anormalement gonflé. Et à 17h, il n'y avait déjà plus de maison. De son joli chalet, le lendemain, il ne reste plus qu'un tas de gravats. Oui, non, très bien. 1 an après,
Cette prof de danse a trouvé refuge à Nice, mais elle s'est relevée et revient donner des cours à Saint-Martin. C'est très très important de s'exprimer, de son ressenti, ce qu'on a vécu, de façon à pouvoir tourner la page. Voilà, alors maintenant on monte. Tourner la page, tirer les leçons de cette tragédie, c'est le souhait de tous. Témoignage difficile qu'on va retrouver tout au long des 90 minutes pour cette prise d'antenne exceptionnelle un an après la tempête. Alex, on est ici à Saint-Martin-Vésubie, on ira dans la Roya dans très peu de temps, mais pour l'instant on est avec le maire de Saint-Martin. Yvan Monté, bonsoir. Bonsoir. Vous venez d'entendre cette habitante qui dit finalement les secours sont peut-être pas arrivés assez vite pour ma maman. Qu'est-ce que vous répondez? C'était très compliqué ce soir-là d'organiser les secours? Écoutez, moi je trouve que les pompiers ont fait un travail absolument exceptionnel. On l'a vu il y a quelques instants. Oui. Notre premier adjoint, Monsieur Jardinet, s'est mis en rapport avec les pompiers très vite. À 14 h, on a commencé à déclencher les premiers secours à 14 h 30. Mais il y avait un gros problème, c'était le problème de communication parce qu'il n'y avait plus de courant, c'est ça? On n'avait plus, voilà, on a très rapidement, on n'a plus de courant, on n'a plus de téléphone. Donc c'était compliqué. C'était très compliqué. En plus, il y a les ponts qui ont commencé à devenir dangereux et à partir. Donc on ne pouvait plus passer de l'autre côté. Il a fallu plus de téléphone. Comment voulez-vous prévenir les gens d'un côté ou de l'autre? Mais je peux vous dire que nos secrétaires à la municipalité, enfin à la mairie, ont fait un maximum pour prévenir tous les gens. On avait une liste très importante. On entend effectivement, on entend Clément qui crie « allez-vous-en » parce que c'est le pompier qu'on vient d'interviewer. Ouais. Ce que je voudrais comprendre, c'est que si ça se reproduisait aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable de dire qu'il y a des sirènes qui vont sonner, qu'il y a des SMS qui vont partir? C'est-à-dire, quel est le moyen d'alerte des populations qui nous écoutent? Écoutez, aujourd'hui déjà, on a quand même une expérience à travers ce qui s'est passé. Et ce que je peux vous dire, c'est que notre préfet Xavier Pelletier, le préfet Montagne, on va voir tout à l'heure, que vous allez voir tout à l'heure, a fait un maximum. Actuellement, il nous a donné tout un organigramme là, pour organiser justement une répétition en cas de tempête, exactement ce que l'on doit faire. Vous annoncez aux gens de Saint-Martin, aux Saint-Martinois, qu'il va y avoir un exercice grandeur nature? Absolument, et on a remis déjà une sirène sur la mairie qui est aujourd'hui capable de prévenir et de faire sonner si jamais il y avait un gros ennui d'inondation. Dernière question, en quelques secondes, est-ce qu'on peut penser au futur et dire que cette zone qui a été dévastée, parce que là, on est carrément sur un champ de mine, sur vraiment tout ce qui a explosé, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle zone commerciale et une nouvelle zone artisanale? Elle est commencée au Touron, on a fait une zone qui est pour que toutes nos entreprises puissent reprendre le travail, parce que si les entreprises arrivent à retravailler autour de Saint-Martin, Saint-Martin, dans 1 an, 2 ans, aura repris Vous savez ce qu'on a dit, vous savez ce que les médias ont dit, les journalistes ont dit, oui, tout le monde s'en va, ça y est, on ne pourra plus habiter dans les vallées. C'est faux ça? Écoutez, moi ce que je peux vous dire, c'est qu'on avait 72 élèves avant la tempête, on en avait 63 après la tempête, aujourd'hui on en a 72. Il y a 2 familles nouvelles qui se sont installées. Vous sentez que la population revient. Merci beaucoup. Donc, vous restez avec nous donc, pour cette prise d'antenne exceptionnelle. On vous a dit, c'est une série de reportages, une série de témoignages et de directs dans les vallées. On va maintenant retrouver une autre personne, une autre sinistrée qui a notamment perdu son mari et qui a décidé de disperser ses cendres ici dans la vallée de la Vésubie. Voilà, on l'écoute tout de suite. C'est un reportage de Coralie Chaillan avec Emma Arnaud. Rayé de la carte. En contrebas de ce chalet, la propriété d'Anne-Marie a disparu. C'est le jour du dernier adieu à Gilbert, son époux, décédé quelques jours après le déluge. Il nous a tous accueillis ici, les bras ouverts, avec maman. C'était un havre de paix. C'est faible, quoi. Oh non, 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 je me sens pas. Je me sens pas de le faire. Gilbert était un homme malade. Après cette terrible nuit d'octobre, pendant 4 jours, il est resté sans nouvelles de ses proches. Gilbert n'a pas surmonté cette énième épreuve. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On n'a pas encore fait le deuil. Finalement, je crois que c'est ça. Hein. On n'a pas encore fait le deuil. Parce que là, on perd tout, tout, la maison, le terrain, le mari, le terrain, la maison. Enfin, tout en même temps, quoi. Et ça, c'est dur. Hein. Bon, enfin, va. On lui dit au revoir une dernière fois.
Le paradis de Gilbert et d'Anne-Marie, c'était ça. Loin de sa montagne, la retraitée loge pour l'instant dans un studio à Nice. Mais elle n'est pas du genre à se lamenter. À 78 ans, Anne-Marie va de l'avant, comme elle dit. J'aimais bien descendre à Nice de temps en temps, mais tout le temps, c'est dur. Hein. Bah, c'est-à-dire que c'est une plus belle vie à la campagne quand même. Parce que moi, si je peux retrouver un terrain à construire, je le prends, si c'est dans mes prix. Hein. J'espère bien que je puisse planter un arbre fruitier, revoir mes animaux. Et surtout retrouver Mimine. Mimine! Mimine! La petite chatte et tout ce qui lui reste de Saint-Martin. Elle est réapparue sur le terrain d'un voisin. Elle dormait là, vous voyez? Ah ouais. J'avais mis de la fourrure. Ah purée. Non, elle est bien là. Oh, c'est pire que... Oh, c'est pire que Versailles ici. Mais Anne-Marie ne peut toujours pas l'attraper. C'est triste quand vous voyez ça, que vous ne pouvez pas l'approcher. Oh là là. Elle est redevenue sauvage. Hein. Ou alors, elle croit que je l'ai abandonnée définitivement. Que je l'ai trahi, mais je ne l'ai pas trahi. Allez lui expliquer ça. Ah, je reviendrai, je vais revenir. Anne-Marie reviendra aussi souvent que possible. France 3 Côte d'Azur en direct des Vallées pour une prise d'antenne exceptionnelle. Un an après la catastrophe donc de la tempête Alex. Une émission que vous allez pouvoir regarder en replay aussi sur notre site internet dont vous connaissez l'adresse paca.france3.fr. On vient de voir ce témoignage de quelqu'un qui a perdu un proche et qui avait choisi de l'enterrer ou de disperser ses cendres. Il y a eu d'autres traumatisme très important dans la Roya et dans la Vésubie. Ce sont des personnes qui ont perdu des caveaux et donc des personnes qui étaient enterrées avec des cercueils. Nora Keloud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la mairie de Saint-Martin-Vésubie et vous essayez de trouver des solutions parce que vraiment le traumatisme est important. Il faut rappeler que dans la Roya, notamment à Saint-Dalmas-de-Tende, mais ici aussi, il y a des dizaines de cercueils qui sont partis. Une douleur insupportable. Insupportable pour tout le village. C'est notre mémoire qui est partie quelque part. Beaucoup de gens ont perdu et leur maison et le caveau. Donc on est dans une détresse absolue. Nos morts, c'est très important pour nous. Sûr. Et on a le souci des morts qui vont arriver et dont on n'a pas la place pour pouvoir les enterrer. Alors, il va falloir rentrer dans les détails, même si c'est très difficile. C'est qu'il y a quand même quelques corps, quelques cercueils qui ont été retrouvés. Oui. Et aujourd'hui, on a demandé à ces familles de faire des tests ADN pour savoir à qui correspondaient les corps. On ne fait pas parler tout le monde, mais sur ce plateau, il y a des représentants des familles qui sont là avec vous. Il y a beaucoup d'émotions, effectivement, sur ce plateau, parce que ces personnes ont perdu des êtres chers qui sont partis donc, dans des cercueils à la mer. Et on vous demande aujourd'hui des tests ADN. On demande des tests ADN parce que nous avons retrouvé, enfin, il a été retrouvé une dizaine de corps et des restes. Il serait souhaitable que ces personnes, justement, se rapprochent du laboratoire. Une réunion a été faite en ce sens, justement, pour sensibiliser les personnes. Alors, ils sont traumatisés, donc faire un test ADN, ils ont peur, est-ce qu'on va retrouver ou pas? Bien sûr, ça ravive la douleur. Ça ravive la douleur. C'est oui. rien de simple. Mais il faut le faire. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Dernière chose, Nora. Ce soir, vous m'avez dit, je veux lancer un appel sur l'antenne de France 3 pour qu'on puisse trouver un lieu pour enterrer nos morts. Exact. Bon, effectivement, il y a le problème du terrain. Avec tout ce qui est parti, les terrains ne sont plus là. Donc, mais il faut qu'on trouve quand même une solution. Je demande à l'État d'intervenir également pour nous aider parce que c'est vraiment un cas exceptionnel. Il y a eu un précédent dans le Val d'Oise et je pense qu'on pourrait peut-être éventuellement rentrer également dans ce créneau. On a besoin de faire un cimetière, de reconstituer au moins quelques tombes. Bien sûr. Pour pouvoir enterrer dignement déjà peut-être les personnes qui sont en attente d'être enterrées et surtout les personnes qui vont
arriver, qui vont décéder et qui vont arriver. Merci Nora Keloud. J'espère que le préfet que l'on va retrouver dans un instant aura entendu votre appel. Merci. Et qu'évidemment vous pourrez retrouver un terrain pour avoir un cimetière. Merci. On va maintenant partir du côté de la Roya parce que cette catastrophe elle a impacté toutes les voies de communication et notamment le petit village de Casterino. On pourrait dire que Casterino a été coupé du monde. C'est un reportage de Laurent Menet avec Michel Bernoin. Quand la route devient une piste ou a tout simplement été rayée de la carte, emportée par la tempête, Casterino est depuis plus d'1 an totalement coupé du reste du monde. André Boulanger tente de redonner vie à un Casterino meurtri par la tempête. Il passe le plus clair de son temps à viabiliser les accès au hameau, appuyé par bon nombre d'habitants. Ici, l'heure n'est pas franchement à l'optimisme, avec en ligne de mire l'hiver qui approche. Les solutions de secours, pour l'instant, moi, je n'en vois pas. Hein. On va nous ouvrir la route jusqu'au Mèche cet hiver. Vrai, pas vrai, je ne sais pas. On n'a pas eu de confirmation. On va nous ouvrir la route de Casterino cet hiver. Apparemment, on ne sait pas. Donc, on reste dans les certitudes pour tout ce qu'il va y avoir pour l'instant. Sur ce chemin accessible uniquement à pied, on croise des randonneurs abasourdis par ce qu'ils découvrent. Là, on était monté un petit peu en direction de la vallée des Merveilles. Et même dans la nature, ça fait des dégâts. Là où ça se remarque le plus, c'est là où l'humain a construit quelque chose. C'est là qu'on voit tout de suite la faiblesse de l'humain face à la nature. Pour le département des Alpes-Maritimes, cette partie de la vallée constitue la difficulté majeure en termes de réseau routier. Sur la route de Casterino, c'est 35 brèches qui ont été identifiées. Et pour certaines, notamment la plus importante qui est entre les Mèches et Casterino, il y a l'obligation de réaliser un nouveau pont de 60 mètres de portée. Réaliser un pont de 60 mètres de portée entre les Mèches et Casterino à 1400 mètres d'altitude avec les problématiques de l'hiver, les problématiques d'accès, c'est une vraie difficulté. 200 zones de travaux ont été comptabilisées dans la Roya. Vu du ciel, on mesure l'ampleur de la tâche comme pour ce pont en partie reconstruit. Au total, le département investira quelques 100 millions d'euros pour la réfection des routes. Objectif, rendre à terme la vallée de la Roya de nouveau totalement accessible. Avec la population, une partie de la population de Saint-Martin-Vésubie qui est venue nous rejoindre ici sur ce plateau. On sera dans la Roya dans quelques instants, mais pour l'instant, on a le préfet Xavier Pelletier qui est le préfet en charge de la reconstruction des vallées Roya et Vésubie. Bonsoir. Bonsoir. On vient de voir que la reconstruction des infrastructures pour les voies de communication est très importante. La question est très claire. Le président de la République, l'État a promis beaucoup d'argent et il y a des élus qui nous disent l'argent, il n'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai ou pas? 572 millions d'euros, c'est le montant financier qui sera engagé par l'État pour cette reconstruction. Pour une reconstruction résiliente et durable, c'est l'engagement du président de la République. Et l'argent est bien là, il est décaissable, comme on dit. D'ailleurs, nous avons décaissé une partie de ces financements, 27 millions d'euros en décembre dernier. Et donc, nous continuons à décaisser en fonction des factures que nous adressent les collectivités territoriales. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui nous disent ce soir, qui nous écoutent dans tout le département, qui disent « mais c'est long ». C'est long, ça fait 1 an, on n'a pas vu arriver. En venant sur la route, là, j'ai vu des pancartes sur des maisons. 1 an après, toujours sinistré, l'argent n'arrive pas. C'est compliqué quand même. Je crois que ce qu'il faut vraiment retenir, et il faut vraiment le rappeler, c'est que nous sommes en face d'une tempête qui a causé les dégâts les plus importants en France métropolitaine depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est considérable. 420 maisons impactées, 180 qui ont été détruites. Nous avons pour 727 millions d'euros d'infrastructures détruites. C'est considérable. Pourquoi ça a pris du temps? Tout simplement parce que nous avons été amenés à étudier, à disséquer ce qui s'était passé, tirer toutes les conséquences de l'événement pour que demain, si ça se reproduisait, et tout le monde le dit, le GIEC le dit, notamment sur le pourtour méditerranéen, nous aurons à nouveau des événements météo qu'on a déjà eu d'ailleurs, qu'on a déjà eu effectivement. Donc ce soir, vous dites à la population, on prend le temps d'étudier, de travailler, de ne pas refaire les mêmes erreurs. Oui, alors le temps de l'étude est maintenant derrière nous, puisque nous avons travaillé notamment avec le GEMAPI, les collectivités territoriales qui portent cette compétence gestion des milieux aquatiques
et la prévention des inondations. Nous avons identifié les zones de risque, c'est ça qui est important, les zones de danger qui seront inconstructibles. Et nous sommes en capacité aujourd'hui d'identifier les biens qui doivent être délocalisés, c'est-à-dire acquis pour être détruits, pour qu'aucun habitant ne soit exposé au risque, c'est très important. Et justement, on va en parler parce qu'ils pourront peut-être bénéficier de ce qu'on appelle les fonds Barnier, qui est un fonds de solidarité. Et justement, Pascal Barnier et Robin Ricot ont fait un sujet particulier là-dessus. Qui a droit, qui n'a pas droit? Tout le monde n'y a pas droit. Sujet sur les fonds Barnier et l'indemnisation, on le voit tout de suite. Même un an après, c'est toujours difficile de voir notre terrain comme ça. C'est dur, c'est dur. Le temps n'a pas fait son œuvre. Les souvenirs de Carole sont toujours aussi douloureux. Elle et son mari croyaient avoir trouvé le bonheur en achetant cette maison 3 ans plus tôt au-dessus de Breil, au bord de la Lamina, un affluent de la Roya. Mais le 3 octobre 2020, tout a basculé. Vous voyez ce petit ruisseau là? La nuit du 2 au 3 octobre, voilà jusqu'où il est arrivé. Vous voyez les bâches? Jusqu'en haut des bâches, tout près de la maison. Ça s'est joué à peu, hein. On a eu très peur. Un arrêté de péril a rendu la maison inhabitable. La famille a été relogée provisoirement par Côte d'Azur Habitat dans un appartement de Breil. Pas éligible au fonds Barnier, la maison ne sera pas rachetée par l'État. Seule solution pour l'habiter à nouveau, consolider le terrain. Estimation des travaux, plus de 90 000 €. Donc là, aujourd'hui, on cherche des devis à fournir à notre assurance pour sécuriser cette maison avec des travaux importants, avec des coûts lourds qui pourront évidemment pas être supportés par nous propriétaires. On parle de reconstruction, on parle de résilience. Et nous, sinistrés, on a un peu l'impression d'être laissés sur le bord de la route par rapport à la lenteur des dossiers administratifs, etc. Un an après, la situation de Carole et sa famille n'a pas évolué. Autre dossier, la famille Barbereau. Leur maison de tende a été emportée par la Roya. Sur l'emplacement, il ne reste plus qu'une dalle de béton. J'en avais retaillé toutes les trapelles, escabeaux à l'improviste. Ah ouais, on dire que tout ça, ça y est plus. Le terrain restant, désormais inconstructible, va être racheté par le fonds Barnier, pour seulement un tiers du prix total de la propriété. Accord signé, mais aucune date n'a été fixée pour le paiement. Maintenant, on ne sait pas du tout où on va parce qu'il faut retrouver un autre terrain et qu'on n'est pas indemnisé à une grosse hauteur non plus. Donc c'est juste un sacerdoce, on n'arrête jamais. Les Boigbas et les Barbereaux, 2 familles sinistrées entre attente et angoisse sur le chemin d'une reconstruction difficile. Le chemin de la reconstruction difficile, disait Pascal Barnier à l'instant. J'ai envie de dire à l'État que vous représentez qu'on peut imaginer qu'il y a une forme de sensation d'injustice. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont toucher de l'argent, d'autres qui ne vont pas l'avoir. Qu'est-ce qui peut être fait pour ceux qui n'auront rien parce que leur dossier ne sera pas pris en compte? C'est ça qui est compliqué. Moi, je vais quand même dire que c'est douloureux pour tout le monde. C'est un traumatisme pour les habitants des vallées. Donc ça, il faut quand même l'avoir bien en tête. Il y a ensuite une question simple. Est-ce que votre maison est exposée au risque? Ça, nous, on est capable de l'analyser. Est-ce qu'on peut la protéger ou pas? Si on ne peut pas la protéger, si elle est exposée au risque, elle sera acquise via le fonds Barnier. Ensuite, il y a les assurances qui entrent en jeu. Et les assurances, même si parfois ça a pris un peu de temps, ont joué le jeu. On voit quand même qu'il y a eu des différences entre les prises en compte. C'est compliqué à comprendre et à accepter de la part des propriétaires. Je voudrais qu'on dise un mot aussi parce que là, on est dans le matériel. Depuis tout à l'heure, depuis quelques instants, on parle des millions, du matériel, etc. Qu'est-ce que fait l'État sur le plan psychologique? C'est un énorme traumatisme. Je sais, parce qu'on me l'a dit, les images qu'on a passées tout à l'heure, il y a plein de gens ici qui n'ont pas eu envie de les revoir et qui ne voulaient pas les revoir, tellement c'était encore dans leur cœur et dans leur ventre. Qu'est-ce que vous faites psychologiquement pour les aider? Déjà, moi, je vais vous dire, je rencontre souvent des médecins, je discute avec eux. Aujourd'hui, il y a encore des enfants qui pleurent quand la pluie tombe. Nous avons mis en place, dès le lendemain de la crise, une cellule médico-psychologique qui assiste, aide les sinistrés. Nous avons identifié 1700 personnes qui sont suivies.
Nous avons même ajouté, si vous voulez, une dimension au dispositif, c'est qu'il est mobilisable à tout moment quand on réunit les sinistrés, notamment quand je viens expliquer dans les vallées le fonctionnement du fonds Barnier. Nous avons la cellule qui est avec nous. Il faut savoir que l'État a mis en place donc ces cellules. L'assistance psychologique est gratuite parce qu'en principe, elle n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Donc nous avons un dispositif d'intervention très précis, très ciblé. Nous connaissons les gens qui sont en souffrance et nous essayons du mieux possible de les accompagner. Autre point très important, les assurances. J'ai une cellule à la préfecture qui fait le lien entre les sinistrés et les compagnies d'assurance pour que les gens se sentent accompagnés dans les démarches. C'est extrêmement compliqué et souvent très difficile pour eux. Juste une dernière précision pour tous les téléspectateurs qui nous écoutent. Si jamais il y a un problème avec les assurances, ils peuvent s'adresser à cette cellule. Absolument, à la préfecture qui fait le lien et on sait qu'il y a de multiples problèmes, notamment de lenteur et on essaye de faire accélérer les choses. On est en direct de Saint-Martin-Vésubie ici, dans ce décor. Un an après, vous voyez un petit peu, puisqu'on est à côté du Boréon en fait, c'est le Boréon qui passe juste là derrière. Vous voyez un petit peu ce décor, ce cataclysme qui a été déclenché ici, mais ça a été exactement pareil du côté de la vallée de la Roya. Et c'est pour ça qu'on va retrouver maintenant Loïc Blache en direct de Fontan. Loïc, vous êtes avec une personne qui a été sinistrée, c'est cela ? C'est ça, Jean-Bernard. Et cette personne, c'est Claudine Grammatico. Donc vous êtes une habitante de Fontan. Ça fait 2 décennies que vous êtes ici. Un an après, c'est quoi votre situation actuelle ? Je suis relogée à Fontan. Et ma situation, c'est que pour le moment, les travaux n'avancent pas, ne peuvent pas avancer par rapport à M. Renaud André, qui est un des propriétaires de la maison dans laquelle vous habitez. Et il ne se manifeste pas, donc nous sommes embêtés, quoi. Alors pour bien comprendre, ici on est dans ce qui était votre jardin avant. Une terrasse d'été qui était juste à côté, qui a été emportée. Qui a été emportée par la tempête Alex. Est-ce qu'on a déjà une idée du coût des travaux de reconstruction 94 000 €. Et là-dessus, comment ça se passe avec votre assurance Moi, mon assurance est prête à prendre en charge. Voilà, à prendre en charge. Seulement, bon, par rapport à le propriétaire, M. Renaud... Donc c'est ça vraiment qui bloque. Nous, c'est ceux qui nous bloquent. Donc là, pour l'instant, vous êtes relogé dans une autre habitation à Fontan. Oui. Un loyer qui est pris en charge par le département, par Agis. On arrive bientôt à la fin de ces 1 an. Oui. C'est quoi la suite pour vous? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer. C'est-à-dire pour l'instant, vous n'avez aucune nouvelle, que ce soit du département? Voilà, aucune nouvelle. Et si ce loyer n'est pas pris en charge, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Est-ce que vous allez continuer à habiter dans cette habitation? Non, je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas parce que dans 3 ans et demi, je suis à la retraite et je vais toucher que 800 € à peu près, donc je ne peux pas me permettre. Ici, les travaux, on est obligé d'en remettre de notre poche, donc je ne pourrai pas. Quitte à revenir habiter ici, malgré l'interdiction? Je ne pourrai pas non plus parce que vu l'état des fondations, il y a un risque. Donc j'aurai peut-être l'occasion d'être logée chez des amis à Saorge. Voilà. Pour finir, est-ce qu'il y a un message que vous voulez adresser aux autorités, un remerciement particulier? Alors, un remerciement à Monsieur le maire avec toute son équipe adjoint, conseillers et les bénévoles aussi. Et que Monsieur le préfet fait un petit geste pour ceux qui sont sinistrés, qu'on a les loyers gratuitement, encore 1 an. Bon, moi, j'espère de ne pas avoir besoin 1 an. J'espère dans 6 mois que les travaux vont commencer. J'en profite pour une toute dernière question. Vous habitez à Fontan. Quelle est la vie aujourd'hui à Fontan? Est-ce qu'elle a changé? Est-ce qu'elle a repris son cours par rapport à il y a 1 an? Non, les travaux, oui, de la route. Mais après, bon, il y a eu des travaux qui ont été faits, oui. Mais après, les maisons, il n'y a rien qui a été fait dans les maisons. Au niveau de la solidarité, on a beaucoup parlé de ces bénévoles qui sont venus dans les vallées pour prêter main forte. Vous en avez bénéficié, vous aussi? Non, parce que nous, on ne peut pas commencer. Tant que ce n'est pas commencé, on ne peut pas faire appel aux bénévoles. Peut-être après, je pense qu'on va pouvoir demander de l'aide aux bénévoles. Mais très bien, merci beaucoup Claudine, on vous souhaite... Monsieur le préfet qui pense à nous quand même, aux sinistrés. Bien sûr, le message est passé. On vous souhaite de retrouver ce propriétaire au plus vite pour pouvoir lancer ces travaux, pour donc pouvoir réintégrer ce logement pour elle, mais aussi pour tous ses voisins qui sont ici au bord de la Roya et dont l'avenir est toujours en suspens.
Merci à Loïc en direct de Fontan avec cette personne sinistrée. On est ici en direct de Saint-Martin et tout autour du plateau, il y a pas mal de population. Parce qu'il faut dire quelque chose qui est très important, c'est que cette catastrophe, elle a été dramatique bien sûr, mais elle a aussi déclenché un élan de solidarité. Il y a eu franchement une action humaine qui s'est vraiment déterminée 2-3 jours ou 2-3 heures même après la catastrophe. Et cet élan de solidarité, on peut le voir aussi tous les week-ends avec un sujet que vous avez d'ailleurs tourné, Loïc, avec Audrey Lally. Ce sont des week-ends solidaires, c'est-à-dire qu'il y a des gens bénévoles qui tous les week-ends vont aider les sinistrés. 9h du matin, un samedi de juillet. Malgré l'accès toujours compliqué jusqu'à la vallée de la Roya, les sourires sont nombreux. Après plusieurs mois de chantier dans les 3 vallées, des liens d'amitié se sont même créés parmi les participants les plus assidus. On s'est connus les mains dans la boue, avec les brouettes, dans les forts. C'est un petit côté un peu colonie de vacances, non? Un peu, oui, légèrement. Ils sont faciles à gérer? Oui, très facile. Aujourd'hui, les week-ends solidaires interviennent chez Serge, un habitant de Saint-Dalmas de Tende, pour lui redonner un accès à sa maison familiale. Ah, pas trop. Après, faut le lever, le truc. Depuis la tempête Alex, ils sont 1500 bénévoles, dont un tiers de réguliers, à se retrouver chaque week-end pour réaliser des chantiers chez des habitants sinistrés. Venus des Alpes-Maritimes et du Var, ces petites mains d'un jour sont architectes, ingénieurs, étudiants ou retraités, et chacun a sa raison pour venir aider. Cet automne, quand je voyais les reportages, je voyais beaucoup de gens que je connaissais dans la difficulté. Voilà, on ne peut pas rester sans rien faire. C'est utile et c'est un moyen de rencontrer des gens, de découvrir aussi la région parce que je ne connais pas. Quand vous levez à 5 h du matin des fois, tout l'hiver, pendant qu'il faisait moins 10 ici, que vous levez, vous prenez le train, le bus, votre voiture personnelle, vous dépensez des frais, je peux vous dire que vous n'avez pas un chieur, entre guillemets, dans l'équipe. C'est que des gens fantastiques, des belles personnes. Mais vraiment, moi, j'ai retrouvé ma famille, bien sûr, mais une deuxième famille, une famille solidaire. En un an, ces bénévoles ont réalisé 70 chantiers dans les vallées, l'équivalent de 20 000 heures de travail. La solidarité, phénomène humain donc, qui s'est vraiment déclenché juste après la catastrophe, mais qui peut se déclencher un an après. On est sur ce plateau avec les jeunes de Saint-Martin-Vésubie, mais on est aussi avec un autre jeune, Christophe Tirant. Bonsoir Christophe. Vous avez eu l'idée de dire, finalement, moi qui cours dans ces vallées depuis tout petit, je vais organiser un trail, je vais organiser quelque chose, là maintenant, un an après, pour montrer ma solidarité. Tout à fait. En fait, l'idée m'est venue de relier les 3 vallées pour montrer la reconstruction de nos vallées, le côté positif un an après, si on peut dire, à travers de la course à pied, le parapente pour pouvoir refilmer vue du ciel les travaux de reconstruction et aussi surtout donner la parole à des personnes qui en ont besoin, qui n'ont plus de travail. Je pense à la femme de Loïc et à la femme de Bruno qui ont en plus d'avoir perdu. Ce sont les 2 pompiers, effectivement. Voilà, qui sont les deux pompiers qui sont partis. Donc du coup, si on peut leur donner la parole et les aider aussi encore un an après. Alors, on voit les images de Marc Brulard là actuellement dans votre entraînement parce que vous partez demain matin. C'est demain matin que ça commence, Christophe ? Je pars demain matin à 7h moins le quart et donc du coup, je vais à la rencontre des différentes personnes qui essayent de se reconstruire après, donc des entrepreneurs, des gardiens de refuge, des restaurateurs, des élus aussi. Voilà. C'est un très bel élan de solidarité et on va expliquer, Christophe, que vous allez en produire un documentaire aussi. Tout à fait, je vais produire un documentaire de 26 minutes qui sera diffusé a priori à la fin du mois pour montrer qu'on est toujours vivant et que les jeunes aussi se mobilisent pour faire avancer. Christophe qui montre un élan de solidarité donc vraiment et qui explique que la vallée doit se reconstruire ici. Je suis maintenant aux côtés de Théo. Alors Théo, il est avec d'autres collégiens parce que Théo, il est venu essayer de délivrer un message pour le sport, c'est ça Théo? C'est ça, c'est ça. Alors Théo, qu'est-ce qu'il faut ici? Parce que la tempête, elle a détruit quoi? Alors elle a détruit toutes nos installations sportives. Nos installations sportives, on n'a plus de stade, plus de city stade. Pourquoi? Pour jouer au foot? Pour jouer au rugby? Pour nous réunir au stade, au city stade et pour jouer au foot. En fait, le club de foot de Saint-Martin s'est entraîné à Saint-Martin. Ouais. Mais à cause de la tempête, du coup, on a été obligé de déplacer les entraînements
Et il y a le collègue à côté qui dit ah ouais, c'est pas facile. Ça c'est vrai, ça c'est pas facile de déplacer tout ça. Et donc vous lancez un appel à la préfecture, au maire. On veut un stade, c'est ça? C'est ça. On demande un stade, des pistes de vélo aussi, vu que maintenant il y a la place pour en faire. Et on va expliquer aussi à Théo que vous êtes au sein du conseil municipal des jeunes et que vous essayez aussi de reconstruire à votre manière, avec votre âge, le Saint-Martin-Vésubie de demain. Je voudrais dire un mot aussi, puisqu'elle est là et qu'elle nous regarde aussi, que Sylvie Leloin, qui habite Saint-Martin, a écrit un livre qui s'appelle Alerte rouge, et elle nous dit que ce livre, eh bien, la vente de ce livre servira au profit des personnes qui ont été sinistrées. Il y a beaucoup d'expositions, beaucoup de commémorations qui vont avoir lieu donc, tout au long de cette semaine, et notamment le 2 octobre. Donc vous pourrez évidemment les retrouver sur notre site internet paca.france3.fr avec d'autres témoignages, d'autres personnes qui ont été sinistrées, d'autres personnes qui sont solidaires et qui essaient de reconstruire ces vallées. Donc vous allez pouvoir retrouver cette émission en replay 90 minutes, je vous l'ai dit, parce qu'on a rendez-vous jusqu'à 19h20. Hein. Mais pour l'instant, on va retrouver Magali Roubaud. Magali Roubaud qui vient sur ce plateau. Bonsoir Magali. Il va y avoir une petite page de pub et on va vous retrouver toujours pour parler de la tempête avec un phénomène technique et météorologique. Oui, Jean-Bernard, alors vous dites tempête, en fait il faudra dire épisode méditerranéen. C'est un événement, cette catastrophe qui s'est produite, qui pourra se produire à nouveau. Si vous voulez tout savoir sur ce qu'il en est, nous serons avec un météorologue, nous serons avec un hydrologue et vous saurez tout sur les épisodes méditerranéens qui concernent particulièrement notre région. Merci Magali, merci Magali. On vous retrouve donc dans quelques instants. Il va y avoir donc ce 18h40. Tout à l'heure, l'édition locale de Nice sera entièrement consacrée aux effets de la tempête Alex sur Nice. Et puis moi, je vous retrouve à 19h. À tout à l'heure. Merci de nous avoir suivis. sont venus vous chercher? Putain de merde! Une impression d'impuissance, de fragilité, de considérer que la nature, elle est plus forte que nous. Elle est beaucoup plus forte que nous. Bonsoir à tous, France 3, Provence-Alpes-Côte d'Azur, en direct de Saint-Martin-Vésubie, un an après la tempête Alex, des vallées niçoises qui se reconstruisent, qui ont été victimes, entre autres, de ce qui a été charrié dans ce beau rayon qui est juste à côté de nous. 10 morts, 8 disparus et des centaines de millions d'euros de dégâts. Nous allons parler aujourd'hui, non pas de la tempête Alex directement, mais d'un épisode méditerranéen avec deux experts. Bonsoir. 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 Alors, vous êtes météorologue, Laurent Gounel. Vous allez nous expliquer en quoi cette catastrophe a été effectivement exceptionnelle. Vous êtes hydrologue azuréen.
et spécialiste donc de ces phénomènes. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est que là où on se trouve au bord du Boréon, au pied de Saint-Martin-Vésubie, l'année dernière en octobre, on aurait eu de l'eau sur nous. Oui, tout à fait. Nous sommes juste en bordure sur la rive gauche du Boréon. Lors de la crue, coulait à peu près 350 mètres cubes par seconde, c'est-à-dire 35 camions semi-remorques à la seconde qui traversent et qui dévalent vers la partie aval. Ouais, ça a été effectivement une catastrophe météorologique. On ne se rend plus compte aujourd'hui, mais cet événement, il a été exceptionnel en quoi? Avec quelques chiffres. Effectivement, donc c'était un événement exceptionnel, en fait, notamment de par la pluviométrie, en fait, qui était remarquable. On est justement ici à Saint-Martin-Vésubie, où on a observé un record de pluviométrie, en fait, avec 510 mm en l'espace de 12 heures, en fait, ce qui constitue un record, en fait, non seulement pour le département des Alpes-Maritimes, un record absolu, mais également à l'échelle de la région PACA. Donc record de pluviométrie à l'échelle de 12 heures, mais également des intensités précipitantes qui ont été très remarquables au cours de l'événement, puisqu'on a approché temporairement de l'ordre de 90 à 100 mm, ce qui là aussi est tout à fait exceptionnel. Alors on parle de millimètres, ça peut paraître peu, mais en fait vous m'expliquiez que par rapport à cet endroit à côté duquel on se trouve, on se serait cru près du plus grand fleuve de France. Alors pas tout à fait ici en fait. Ce que j'évoquais en fait, c'était le débit au niveau de la Tinée en fait, à Tournefort-Vieux-Pont, où effectivement on a observé un pic de crue à 940 mètres cubes par seconde, qui équivaut en fait au débit moyen annuel de la Loire à son exutoire, c'est-à-dire aux environs de Saint-Nazaire. Donc ça donne idée effectivement de l'ampleur de la réponse hydrologique que l'on a observée d'une façon générale dans la région. Alors qu'est-ce qu'un épisode méditerranéen? Jean-Bernard Vitiello nous le dit en images et ensuite on revient bien évidemment sur ce phénomène. Alors, juste après le reportage. Tout le monde parle de la tempête Alex pour désigner la catastrophe dans la Vésubie et la Roya, mais en fait c'est la conjonction d'Alex et d'un épisode méditerranéen qui est à l'origine des inondations. Un épimède, c'est du vent venant du sud, venant de la mer, qui se charge en vapeur d'eau parce que la Méditerranée est chaude en été ou en automne, et toute cette eau condensée dans des nuages vient ensuite rencontrer de l'air plus froid sur les montagnes, sur la terre, et cela déclenche des orages. En octobre 2020, les scientifiques estiment qu'il est tombé 650 millions de tonnes d'eau sur le Mercantour avant qu'elle ne redescende vers la mer, comme on le voit d'ailleurs sur ces images satellites. Dans le Vaucluse, à Vaison-la-Romaine en 92, dans les Alpes-Maritimes en 94, 2015, 2020 et dans le Var en 2010, les épisodes méditerranéens ont fait des dizaines de victimes et des milliards d'euros de dégâts. Certains pensent que le réchauffement climatique des océans est à l'origine de ces drames, mais d'autres disent que ça a toujours existé. À Roquebillière, par exemple, cette photo de 1926 montre qu'un épimède avait fait les mêmes dégâts que sur la photo prise ci-dessous en 2020. Alors il y a eu un épisode méditerranéen dans le Gard hier. Vous me disiez parfois, finalement, le Languedoc est parfois le plus touché, ou l'Hérault. Qu'est-ce qui s'est passé ici pour qu'il y ait ces conséquences dramatiques ? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu effectivement un épisode précipitant, comme je l'ai dit précédemment, hors norme, en fait, du point de vue des cumuls et également du point de vue des intensités précipitantes. Alors, si ces cumuls, effectivement, étaient aussi importants dans un délai aussi court, en fait, ceci est lié en fait, au développement en fait, de ce qu'on appelle un orage quasi stationnaire, c'est-à-dire un système orageux de grande ampleur, ce qui a stationné, en fait, qui ne s'est pas déplacé, qui est resté sur place en fait, pendant plusieurs heures, et qui a donc... Trois nuages comme ça qui ont déversé leur eau. En fait, donc, qui a engendré donc, des quantités de précipitations tout à fait importantes. Effectivement, donc, le département des Alpes-Maritimes a été concerné non pas par un seul système orageux stationnaire, mais par trois systèmes en fait, qui en parallèle se sont développés et ont donc produit effectivement sur trois zones effectivement distinctes des cumuls de pluie tout à fait hors normes. Alors on a été dans le hors norme et on a envie de se dire ça peut se reproduire. Parce qu'on terminait l'information en disant ça s'est déjà produit, mais qu'est-ce qui va changer? Tout à fait, ça s'est déjà produit et bien sûr ça peut se reproduire. La difficulté c'est d'essayer de savoir à quel endroit ça peut se reproduire, mais en tout cas comme l'évoquait Laurent à l'instant, ce type de phénomène peut se redévelopper sur une autre partie du territoire, dans une autre vallée et générer le même type de phénomène. Aujourd'hui il faut savoir que 80% des précipitations que l'on a reçues a ruisselé au niveau de la surface du sol et a généré ces débits très importants avec un transport solide. On en a l'illustration juste à côté de nous. Dans les années 90, Vaison-la-Romaine, il y a un lien avec ce qui s'est passé ici l'année dernière?
Disons que ce qui s'est passé à Vaison-la-Romaine, c'était aussi une intensité très importante. On était sur un bassin versant aussi relativement limité en termes de surface, des pentes très marquées, avec un ruissellement très important et un transport sédimentaire très important qui avait largement affecté la commune de Vaison-la-Romaine et dans la partie aval de l'Ouvèze. On est effectivement dans une période de dérèglement climatique. Un rapport du GIEC vient de sortir. L'ONU a une nouvelle étude dit qu'il y a 5 fois plus de catastrophes d'immense ampleur en 50 ans. Ce rapport du GIEC, c'est Aline Mété qui nous le résume. Dans notre région, en octobre dernier, l'épisode méditerranéen démultiplié par la tempête Alex a été aussi inattendu que meurtrier. Conséquence de ces degrés en plus, la montée des eaux. La mer Méditerranée, moins soumise aux marées, ne sera pas épargnée. Tout le littoral pourrait être touché d'ici la fin du siècle. Beaucoup d'infrastructures sont construites vraiment très proches au niveau de la mer, y compris l'aéroport et aussi y compris des plages qu'ils n'ont pas construites mais qui sont naturellement à ce niveau-là, et aussi la Camargue. Et dès qu'on a 50 cm ou 1 mètre de montée du niveau de la mer, c'est ce qui est déjà programmé, c'est ce qui est déjà sûr. Mais difficile de construire des digues partout. Les experts avertissent, ce processus irréversible pourrait seulement être freiné si des politiques courageuses étaient mises en place. Alors, on évoque la construction de berges. Ici, le maire de Saint-Martin-Vésubie nous expliquait, il y a des berges en béton, en V énormes qui sont construites de part et d'autre. Finalement, ça va atténuer le risque. Oui, de toute façon, les aménagements qui sont prévus ici, déjà pour remettre en état le cours de la rivière, pour permettre de reprendre une activité normale au sein de la vallée, il est clair qu'il va falloir garder en mémoire cet épisode et conserver toujours en tête cette idée de risque que les protections qui seront mises en place ne seront peut-être pas suffisantes et essayer d'imaginer les conséquences d'un événement identique à celui que l'on a subi l'année dernière. Donc pour pouvoir communiquer efficacement auprès de la population. Alors on a bien compris, ça peut arriver partout, ça peut arriver dans toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous, météorologue, vous êtes à Aix-en-Provence. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir nous dire on vous préviendra suffisamment à temps pour pouvoir éviter qu'il y ait des drames humains aussi? Alors, il existe effectivement Météo France une procédure justement de vigilance en fait, donc qui permet de communiquer non seulement effectivement vers les institutionnels, mais également vers le grand public, un risque météorologique important de façon prophylactique en fait, donc effectivement quelques heures à une journée avant l'événement. Pour la tempête Alex, vous avez prévenu en alerte rouge combien de temps avant? De l'ordre de 7 à 10 heures avant l'événement. Placé en vigilance rouge. Alors la vigilance rouge en fait a été déclenchée à 6 heures du matin, le 2 octobre, c'est-à-dire alors que le paroxysme de l'événement a été observé en fait dans le courant d'après-midi du 2 octobre. Alors pour vos observations, vous vous servez entre autres d'images satellites. On a rencontré un ingénieur de Météosat à Cannes-Mandelieu. Il semble qu'il travaille sur un nouveau satellite. D'après lui, ça peut aider. On l'écoute et vous réagissez tous les deux. Ce qui va changer, c'est qu'actuellement, on a des alertes, je dirais, météo, localisées de manière globale, régionale ou départementale. Et puis en plus, c'est la veille ou 2 jours avant qu'on nous dit attention, préparez-vous. Ici, en fait, ce que Metsat et l'ensemble des météorologues voudraient, c'est d'être capable de localiser à l'intérieur du département une région, voire même une vallée, et cette fois-ci, non pas en jours, mais en heures. Laurent Goulet, un nouveau satellite, est-ce que ça va permettre d'être plus précis, de pouvoir prévenir les populations plus tôt, plus précisément? Alors, tout à fait en fait, l'observation en elle-même, notamment au-dessus de la mer Méditerranée en fait, qui est une zone effectivement tout à fait sensible, effectivement tout à fait importante au regard de la prévisibilité des événements méditerranéens. Effectivement, donc toute nouvelle observation, tout nouveau dispositif effectivement, ne peut faire qu'améliorer au final la prévision météorologique, en la rendant plus fine et plus précise. Mais est-ce que ce sera suffisant? C'est une étape, ce ne sera pas suffisant non en lui-même. Je pense qu'effectivement, il faudra continuer d'une façon générale à développer les systèmes d'observation, en fait, à les multiplier, à les diversifier. Est-ce que l'humain, même s'il est scientifiquement très évolué, a les moyens justement de prévenir, de dire attention, là, on sait que ça va se passer dans quelques heures, au mieux la veille. Vous me parliez de bouées aussi qui permettent d'être précises, parce que là, un satellite, on se dit ok, mais enfin au kilomètre près, on peut se tromper. Alors
Tout à fait, effectivement, une autre piste. Alors pour ce qui est effectivement de l'amélioration effectivement du système d'observation, il existe plusieurs pistes. Vous avez évoqué donc la piste satellitaire en fait, qui a l'avantage d'une couverture globale. En revanche, effectivement, on pourrait combiner donc ce dispositif avec l'implantation de nouvelles bouées effectivement qui pourraient permettre. Ce sont des bouées au sol et en mer, c'est ça? Ce sont des bouées en mer effectivement qui pourraient permettre de compléter le dispositif et donc de rendre les outils de prévision effectivement beaucoup plus fins, beaucoup plus précis. Effectivement, un seul outil en lui-même ne sera pas suffisant. Ne peut pas permettre effectivement d'améliorer les choses de façon radicale. On a bien compris. Ça pose la question de reconstruire en vivant avec le risque. Oui, tout à fait. L'une des questions est bien sûr d'essayer d'appréhender le risque, de réduire la vulnérabilité, puisque là, c'est bien ce dont il s'agit, essayer de réduire l'impact sur les populations, sur les biens, et essayer de reconstruire de manière intelligente en prenant en compte les types de phénomènes qui a été observé l'année dernière et pour pouvoir les anticiper et mieux prévenir la population et la mettre en sécurité. Oui, vous parliez de l'Allemagne, c'est le phénomène. Oui, il y a un événement qui s'est passé que tout le monde a en mémoire. Au début du mois de juillet, la partie ouest de l'Allemagne a été touchée de manière très, très importante. On s'aperçoit que la même commune avait été touchée en 1910 et également un siècle plus tôt, en 1804, avec les mêmes conséquences. En 1910, on a reconstruit à l'identique de 1804. Et bien évidemment, cette année, l'Allemagne va se poser des questions sur la manière de reconstruire et comment mieux gérer le risque et la population qui est exposée. Il nous reste 20 secondes pour se dire au revoir. On a bien compris que c'est un enjeu mondial, que ce problème environnemental, ce dérèglement climatique et les conséquences qu'il y a pu y avoir ici un an après la tempête Alex. Merci beaucoup d'être venu nous faire part de vos observations. L'information continue bien évidemment sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, édition spéciale à suivre pour Provence-Alpes. C'est vos journaux habituels. Je vous dis bonsoir, restez sur l'information. Et nous, on a une pensée aussi pour les victimes, vous m'en faisiez part avant l'émission, les victimes de cette tempête et leurs familles qui restent bien évidemment ici. Merci, bonsoir. Merci. Bonsoir, bienvenue dans l'édition niçoise, une édition elle aussi consacrée à ce terrible anniversaire de la tempête Alex. Un épisode évidemment traumatisant pour les habitants des vallées et surtout pour les plus jeunes. Un an après, l'hôpital Lenval continue le suivi psychologique avec certains d'entre eux. Il y a quelques jours, les soignants ont emmené 4 enfants de la Vésubie à bord d'un voilier. Une expérience récréative, mais pas seulement. Coralie Chaillan et Pascal Poron. Qu'est-ce qui vous reste comme inquiétude par rapport à la tempête Alex? Appelons un chat un chat. Rien. Rien pour toi? D'accord, ok. D'accord. Et les hélicoptères qui tournaient? Comment? Vous aimez bien? La dérision comme bouée de sauvetage. C'est ça, j'adore les hélicoptères qui passent quand il pleut beaucoup, que les routes sont fermées et que je me retrouve dans la situation catastrophique d'être isolée de tout. C'est ça? Rions. Hein? Tu sais comment j'appelle ça dans mon jargon de psy? Blague à part. La lutte maniaque contre la dépression, c'est-à-dire disons des bêtises pour ne pas penser au fait qu'il n'y a rien qui va. Un an après Alex, une dizaine d'enfants de la Vésubie est encore suivie dans ce centre d'évolution psychiatrique du psychotraumatisme. Il en existe 2 en France. C'est une journée particulière pour 4 d'entre eux. On va rencontrer les éléments qui ont été les méchants il y a un an, c'est-à-dire le vent, l'eau, d'accord, le sol qui bouge avec le courant. Mais sans danger. Les jolies journées en bateau. Et pas n'importe lequel. Un bateau du Vendée Globe. Celui de la navigatrice Alexia Barrier. Si t'as mal au ventre. Aucune appréhension particulière? Non. Des grosses vagues, hein. Enfin, ça fait un peu du stress, mais sinon ça va. À la sortie du port, pas de grosses vagues.
Il n'est même pas question de hisser la grande voile, faute de vent. Peut-être les éléments ont-ils décidé d'être cléments pour laisser apparaître leurs jolies facettes, celles qui permettent les plus beaux souvenirs. Il y a un an, Nice était devenue la base arrière pour venir en aide aux victimes. Premier lieu stratégique, l'aéroport. Les sinistrés étaient alors rapatriés en urgence à bord des hélicoptères de l'armée de l'air. Une trentaine d'appareils au total pour plus de 300 rotations. Un bal aérien impressionnant et incessant. Je vous propose d'écouter les témoignages de ces habitants recueillis quelques heures après le drame. C'est terrible. Nous, on a tout perdu. On a perdu la maison, elle a été rasée. On s'est retrouvé en danger avec 2 de mes enfants et on doit notre salut aux pompiers et à un voisin. Les pompiers, les voisins et des milliers d'inconnus qui ont souhaité venir en aide à leur manière. Des tonnes de denrées alimentaires ont été rassemblées et stockées au Palais Nicaïa, deuxième lieu indispensable de cette base arrière. Des centaines de bénévoles ont donné de leur temps pour organiser et distribuer tous ces dons. Et pour éviter des dégâts similaires à ceux causés dans les vallées, une quarantaine de stations de mesure observent l'activité des cours d'eau dans la métropole. Le Magnan, le Malvan ou encore le Paillon sont équipés pour prévenir les risques liés aux intempéries. Yannick Fournigaud et Pascal Poron. En temps normal, rien d'inquiétant dans le lit du Paillon. Et pourtant, son activité est surveillée de près. 3 capteurs, 2 caméras et contre chaque pile, une échelle de mesure. Le premier palier, jaune, entraîne une vigilance accrue. Au seuil orange, les choses se corsent. On mesure 112 cm, donc 1,12 m de niveau d'eau dans le Paillon. On déclenche la préalerte et à ce moment-là, on évacue le tunnel Giotto qui est construit dans le lit mineur du Paillon. On ferme les barrières et on va aussi fermer les portes semi-étanches du tunnel pour éviter qu'en cas de surverse du Paillon dans le tunnel, on ait une inondation de la voirie de surface. Ces capteurs ultrasons calculent la hauteur d'eau. Des mesures retransmises en temps réel dans les sous-sols de la mairie. Une tranquillité rassurante ce jour-là puisque cet espace est une cellule de crise. C'est ici que toutes les données sont regroupées. Donc on a ici sur notre outil de supervision l'accès aux différents bassins versants de la métropole, donc la Cagne, le Var, le bassin versant du Magnan et le Paillon. Et puis effectivement en sélectionnant notre bassin versant, donc on peut aller consulter les données de chacun des bassins versants et de l'ensemble de nos capteurs et visualiser aussi les images caméra. Contrairement au bassin torrentiel alpin, le niveau de l'eau varie très rapidement dans les fleuves côtiers. Des crues éclairs à prendre en considération pour aménager le territoire. Nous sommes sur un axe de transport, nous sommes sur un axe qui est vraiment structurant du territoire métropolitain à l'est, qui forcément doit être aménagé, notamment pour les infrastructures de transport. Dans quelques années, le tramway arrivera plus haut qu'ici sur le Paillon, et donc il convient en permanence de sécuriser et d'aménager. La tempête Alex aura au moins permis la mise en place d'une surveillance complémentaire. Dès fin octobre, des capteurs seront installés à l'autre bout de la métropole, dans la Vésubie. Justement, direction la vallée voisine à la Vésubie, la Roya. À Breil, un architecte niçois s'est lancé le défi d'offrir une seconde vie aux débris récupérés au lendemain de la tempête. Les vestiges des maisons arrachées deviennent des maisons du souvenir. Voici la toute première avec Daniel Garner et Yannick Fournigaud. Dernier tour de vis, le symbole de la reconstruction prend forme grâce à l'aide des habitants et sous l'œil attentif de son concepteur. Hâte de le voir terminé, illuminé. Ça va être beau le soir avec la lumière. Au lendemain de la tempête, des centaines de tonnes de débris s'échouent sur le littoral. Parmi elles, des bois de construction, des bouts de maisons, sauvés par l'architecte niçois Marc Ferrand, avec la complicité de la ville de Saint-Laurent-du-Var. On a devoir de mémoire, devoir de reconstruction. Et habitants du littoral, c'est aussi un geste pour les habitants des vallées que de prendre soin de cette mémoire et de reconstruire avec ces bois. La reconstruction, c'est cette première maison du souvenir de 2 mètres carrés, réalisée sur place avec les matériaux récupérés après la tempête, tout un symbole. C'est un nouveau patrimoine et c'est un emblème pour ce qui s'est passé pendant la tempête, pour les gens qui sont partis, pour les maisons disparues. C'est peut-être des morceaux des maisons qui sont parties dans la vallée, qui ont été récupérés sur les plages, découpés sur Breil et mis en place sur Breil. Donc c'était important de faire ça. C'était important pour nous. Tout en sobriété et simplicité, les maisons du souvenir de Marc Ferrand peuvent être reproduites dans tous les villages sinistrés. Val-de-Blore et Saint-Martin-Vésubie sont sur les rangs, d'autres devraient bientôt suivre. Ces maisons formeront alors une chaîne de la mémoire
mais aussi de l'espoir. Tout de suite, l'édition spéciale continue avec le journal régional réalisé en direct des vallées. Bonne soirée sur France 3. Bonsoir et bienvenue sur France 3 Côte d'Azur. Si vous nous rejoignez, troisième rendez-vous de la journée pour cette prise d'antenne exceptionnelle. Un an après, à 5 jours près, c'était le 2 octobre 2020, on est le 27 septembre. Un an après en tout cas, la tempête Alex conjuguée à un phénomène méditerranéen qui ont dévasté, qui ont défiguré les vallées de la Roya et de la Vésubie. On est ici à Saint-Martin-Vésubie, juste à côté du Boréon, dans un paysage vraiment lunaire, dans un paysage de catastrophe. Mais souvenez-vous, le 2 octobre dernier, voilà ce qui s'est passé dans les Alpes-Maritimes. Fuir, c'était la seule solution pour s'en sortir vivant ce 2 octobre 2020. Selon les scientifiques, il est tombé 650 millions de tonnes d'eau sur le Mercantour. Un épisode méditerranéen qui a détruit une grande partie des vallées de la Roya et de la Vésubie, comme ici, à Saint-Martin. Il y a tout qui s'en va, toutes les voitures, tous les camions et les gens qui sont coincés dans les maisons. Attendent, l'eau s'infiltre dans le tunnel et laisse juste le temps aux ouvriers de se sauver. Tandis que sur le littoral, le Var est près de déborder. Dans le Haut-Pays, les routes sont coupées, plus d'électricité, plus de téléphone, et la nuit amorce la décrue. Le 3 octobre au matin, les vallées ne sont accessibles que par les airs et on découvre l'ampleur du drame. Breil-sur-Roya, figé dans une coulée de boue. Roquebillière, défiguré. La gendarmerie de Saint-Martin et la station-service emportée. Les secours ont travaillé toute la nuit et le bilan est lourd. 10 morts, 8 disparus, dont ces 2 pompiers au cours de leur mission. Et puis, le frère de ce berger aussi, attendent. J'ai tout perdu, 40 ans de ma vie. Tout. Perdu les bêtes, perdu mon frère, perdu tout. Mais les sauveteurs ont réussi beaucoup de missions d'évacuation, même si certains habitants ne savent plus vraiment où se loger. Nous, on a tout perdu. On a perdu la maison, elle a été rasée. On s'est retrouvé en danger avec 2 de mes enfants et on doit notre salut aux pompiers et à un voisin. L'horreur aussi pour des familles. Plus d'une centaine de caveaux et de cercueils ont disparu et sont partis vers la mer. Au Boréon, le grand hôtel est dans une rivière de pierre. Et juste à côté, le chalet de cet homme a été complètement détruit. Une impression d'impuissance. De fragilité, de considérer que la nature, elle est plus forte que nous. Elle est beaucoup plus forte que nous. La solidarité lors de la catastrophe a été exceptionnelle. Le malheur a été compris et partagé par tous les élus et enfin par le président de la République qui est venu sur place. On ne peut pas rester solide longtemps, quoi. Il faut nous aider maintenant, faut pas nous oublier, il faut refaire notre belle Roya. Pour les 13 000 sinistrés dans les dizaines de communes, la reconstruction devrait dépasser à terme le milliard d'euros. Une tempête, Alex, qui a tout dévasté, qui a dévasté aussi les esprits, qui a dévasté les cœurs. Tout à l'heure, dans le village de Saint-Martin-Vésubie, eh bien, des gens nous disaient « c'est impossible pour nous de revoir les images qu'on vient de voir à l'instant. C'est impossible parce que la douleur est encore là, c'est trop présent et c'est pas possible d'être à nouveau confronté à ce drame. Mais pourtant, il y a des gens qui essaient de se reconstruire alors qu'ils ont vécu vraiment l'impossible et un drame incroyable. Et c'est le cas notamment de Célestine. Célestine, elle a perdu sa maison, elle a perdu le caveau de famille où était enterrée sa fille. Et c'est un reportage vraiment très émouvant, recueilli par Coralie Chaillan et Emma Arnaud. La bâtisse a résisté à la tempête. Le terrain a été emporté par le torrent. Une année s'est écoulée. Pourtant, l'incertitude demeure pour Célestine. Moi, je suis née à Saint-Martin. Je vous dis, j'ai 86 ans. Je suis née à Saint-Martin. Ma famille est de Saint-Martin. Mes petits-enfants ont été élevés ici. Et eux aussi, ils y tiennent à leur maison. Mon fils, tout le monde tient à la maison. C'est des sacrifices d'une vie. Le projet de réaménagement des berges est déterminant. La maison sera-t-elle sauvée ou détruite?
Je suis en colère parce que je demande à la mairie, ils ne sont pas au courant et personne n'est au courant. Alors à qui il faut s'adresser, au bon Dieu, pour savoir comment on va faire. Jusqu'à présent, personne ne nous a donné une réponse définitive. Hein. Ça va faire 1 an. C'est un peu long quand même. Alors, depuis 1 an, Célestine loge au cœur du village, dans un studio. Jamais je pensais que l'eau puisse monter jusque chez moi. Il y avait donc la rivière, il y avait des chalets dessous chez moi, il y avait la route. Moi j'avais encore un bout de terrain et le mur qui tenait mon terrain dessus. Et tout ça, c'est tout parti. Ce jour-là, Célestine nous confie son autre drame. En plus, en 2017, j'ai perdu ma fille des suites de l'attentat de Nice. Sa fille, reposée dans le cimetière de Saint-Martin, qui a été en partie emportée, lui aussi. On l'avait mise dans notre tombe. Tout est parti. Je ne sais pas où elle est. Je l'ai perdue 2 fois. Le témoignage extrêmement fort de Célestine. On est ici à Saint-Martin-Vésubie dans ce décor un peu d'apocalypse avec le préfet en charge de la reconstruction, Xavier Pelletier. Bonsoir, rebonsoir, puisque vous étiez dans la deuxième partie aussi de l'émission tout à l'heure à 17h45. Très clairement, comment faire pour que tout ça n'arrive pas à nouveau? Est-ce qu'il va y avoir une éducation au risque des populations? Bonsoir. Je crois que vous venez de le dire. En fait, il faut que collectivement, on intègre le risque. J'ai presque envie de dire qu'on l'apprivoise. C'est-à-dire qu'on a des dispositifs d'alerte qui sont performants avec Météo France. Ensuite, on relaie l'alerte, nous, préfecture, auprès des maires, via des SMS, des mails, des appels téléphoniques. Il faut simplement savoir que quand on alerte niveau rouge, on reste chez soi. On ne prend pas sa voiture pour récupérer ses enfants. Alors très important, l'alerte rouge est déclenchée par la préfecture, je reste au bureau, je ne bouge plus? Oui, l'idée c'est d'éviter les circulations, c'est d'éviter d'exposer les gens quand on a par exemple une crue torrentielle comme celle qu'on a vécue dans les vallées. Et pour les écoles, on a les enfants qui sont au collège, qu'est-ce qu'on fait? On va les chercher? On laisse les enfants à l'école, on gérera les enfants à l'école, les enfants seront en sécurité à l'école. Ils seront en danger si, effectivement, les parents prennent la route et cherchent à aller les récupérer. Le préfet des Alpes-Maritimes avait lancé cette alerte. Et heureusement... C'était la première fois, d'ailleurs. Il faut le noter, c'est la première fois. Oui. Il a lancé cette alerte et heureusement, on était un vendredi soir. Vous imaginez facilement l'écart scolaire sur les routes. Les parents allaient récupérer les enfants. Ça aurait été un drame. Dernière question. Oui, non. Y aura-t-il un exercice grande échelle sur l'ensemble du département des Alpes-Maritimes avec une éducation en disant, ben voilà, il y a des sirènes qui vont sonner, etc. Est-ce que ça va se faire ou pas? Mais bien sûr, on va reprendre ces sujets en essayant d'intégrer auprès de chaque habitant cette dimension du risque. On est en train de reprendre avec les communes les plans communaux de sauvegarde pour que les réflexes soient là et que finalement, quand on a un événement comme ça, chacun ait la bonne réaction. Alors, l'État qui va essayer d'éduquer la population finalement au risque, mais l'État qui a aussi une grande partie donc à gérer l'indemnisation et la reconstruction. L'indemnisation peut se faire à travers les fonds Barnier, qui sont finalement un fonds de solidarité. Regardez le reportage tourné par Pascal Varnier et Robin Ricot. Même 1 an après, c'est toujours difficile de voir notre terrain comme ça. C'est dur, c'est dur. Le temps n'a pas fait son œuvre. Les souvenirs de Carole sont toujours aussi douloureux. Elle et son mari croyaient avoir trouvé le bonheur en achetant cette maison 3 ans plus tôt au-dessus de Breil, au bord de la Lamina, un affluent de la Roya. Mais le 3 octobre 2020, tout a basculé. Vous voyez ce petit ruisseau là? La nuit du 2 au 3 octobre, voilà jusqu'où il est arrivé. Vous voyez les bâches? Jusqu'en haut des bâches. Tout près de la maison. Ça s'est joué à peu, hein. On a eu très peur. Un arrêté de péril a rendu la maison inhabitable. La famille a été relogée provisoirement par Côte d'Azur Habitat dans un appartement de Breil. Pas éligible au fonds Barnier, la maison ne sera pas rachetée par l'État. Seule solution pour l'habiter à nouveau,
consolider le terrain, estimation des travaux, plus de 90 000 €. Donc là, aujourd'hui, on cherche des devis à fournir à notre assurance pour sécuriser cette maison avec des travaux importants, avec des coûts lourds qui pourront évidemment pas être supportés par nous propriétaires. On parle de reconstruction, on parle de résilience. Et nous, sinistrés, on a un peu l'impression d'être laissés sur le bord de la route par rapport à la lenteur des dossiers, administratifs, etc. Un an après, la situation de Carole et sa famille n'a pas évolué. Autre dossier, la famille Barbereau. Leur maison de tende a été emportée par la Roya. Sur l'emplacement, il ne reste plus qu'une dalle de béton. Là, on avait retaillé toutes les trapelles. Escabeau à l'improviste. Ah ouais, on va dire que tout ça, ça y est plus. Le terrain restant, désormais inconstructible, va être racheté par le fonds Barnier, pour seulement un tiers du prix total de la propriété. Accord signé, mais aucune date n'a été fixée pour le paiement. Maintenant, on ne sait pas du tout où on va parce qu'il faut retrouver un autre terrain et qu'on n'est pas indemnisé à une grosse hauteur non plus. Donc c'est juste un sacerdoce, on n'arrête jamais. Les Boigbas et les Barbereau, deux familles sinistrées entre attente et angoisse sur le chemin d'une reconstruction difficile. Retour en direct de Saint-Martin-Vésubie pour cette édition spéciale un an après la catastrophe de la tempête Alex. Et je rappelle que vous pouvez voir toutes les émissions depuis ce matin sur notre site internet paca.france3.fr. On est avec le préfet en charge de la reconstruction. Un mot sur les délais. On parlait avec Pascal Barnier donc, du fonds Barnier. Ça mettra combien de temps à peu près? Un dossier, à partir du moment où il rentre en procédure, il faut à peu près 6 mois. Parce qu'effectivement, il faut évaluer le bien, sa valeur vénale, avant la tempête. Et ensuite, il faut intégrer les aides des assurances, le processus devant le notaire, et ensuite on indemnise. Au moins 6 mois, peut-être plus, mais en tout cas au moins 6 mois. On vient de parler d'une reconstruction financière pour les gens. Qu'est-ce que fait l'État pour une reconstruction psychologique? Est-ce que vous les aidez? La priorité de l'État, c'est l'accompagnement des sinistrés. C'est vraiment ce sur quoi on met tous nos efforts. On a mis dès le départ en place des cellules médico-psychologiques pour identifier, accompagner les personnes en souffrance. Et il y en a beaucoup, celles qui ont tout perdu, celles qui essuient des deuils, celles qui sont vraiment dans une situation ou un contexte où les procédures deviennent impossibles à gérer et à traiter. On a mis aussi en place une cellule à la préfecture pour accompagner les sinistrés dans leur relation avec les compagnies d'assurance. C'est très important. Alors, on va essayer d'expliquer aussi qu'il y a toute une part de reconstruction des travaux. On va le voir dans un instant, mais la question est évidente. Est-ce que l'État a versé finalement tout l'argent qui était attendu ici dans les vallées? Le président de la République s'était engagé, la promesse est tenue, 572 millions d'euros que l'État engagera pour cette reconstruction. Nous avons déjà décaissé 27 millions d'euros en décembre et nous sommes en train de décaisser à nouveau de l'argent pour accompagner les collectivités territoriales. Merci beaucoup donc Xavier Pelletier. Je rappelle que vous êtes le préfet en charge de la reconstruction de ces vallées et on va voir justement avec le sujet d'Emmanuel Félix où en est exactement la reconstruction. À 200 mètres de hauteur, ces cordistes ont travaillé pendant des mois sans relâche pour conforter les falaises, toujours gorgées d'eau par la tempête. C'est la dernière phase de travaux. Elle va permettre de sécuriser la principale route de la vallée. Ce sont des ancrages passifs. C'est des barres de fer pleines qui sont forées, insérées, avec une soupe de ciment qui nous permet entre guillemets de clouer certains blocs, compartiments rocheux. Et des poses de grillage aussi ou de filets métalliques pour tout capitonner, entre guillemets, tout ce qui craint. En attendant la fin de ce chantier, les automobilistes empruntent la route provisoire qui a été aménagée dans le lit de la rivière. Une rivière qui draine encore de nombreux embâcles. À Roquebillière, le pont reliant la vieille ville à la nouvelle a été reconstruit, une infrastructure qui fait le bonheur des habitants. Pour les gens qui n'ont pas de véhicule, les personnes âgées, qui empruntaient cette passerelle, les promeneurs, etc. C'est une ligne de vie qui revient. À Saint-Martin-Vésubie, la métropole Nice-Côte d'Azur a réalisé en quelques mois des travaux titanesques. Des chantiers d'urgence dans un premier temps, avec de vraies difficultés sur les routes parce qu'il n'y avait pas d'accès. Et il a fallu refaire des dizaines de brèches routières. Il a fallu refaire l'ensemble des réseaux. Et là, on est plutôt depuis janvier sur des travaux définitifs
de reconstruction de façon à pouvoir faire face à de nouvelles intempéries. Dans le village, les ponts détruits lors des intempéries ont été reconstruits provisoirement, comme celui de Maïssa, l'un des symboles de la tempête Alex. Pour nous, ça c'est un pont provisoire. Je ne peux pas l'appeler pont Maïssa parce que pour moi, le pont Maïssa est parti pour de bon. Mais c'est vrai que quand on voit ça, on se dit, voilà, on est ici et on y reste et on a bien raison parce qu'on sait que les choses vont repartir de plus belle maintenant. Autre signe du retour de la vie, le parc des Loups, situé au Boréon, longtemps coupé du monde, est de nouveau accessible. La reconstruction des vallées qui est essentielle pour que ces vallées revivent, reprennent un petit peu d'économie forcément et d'espoir. On va maintenant partir dans la Roya, on l'a dit tout au long de nos éditions dans la journée, la Roya qui a été aussi particulièrement touchée. Et on va retrouver Laurent Menet qui est à Tende aux côtés du maire de Tende. Laurent, bonsoir. Bonsoir. Alors oui, nous sommes à Tende et évidemment impossible de ne pas se souvenir de toutes ces images fortes qui hantent encore nos esprits. Jean-Pierre Vassallo, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, j'ai envie de vous poser la question, comment vont les habitants aujourd'hui à Tende ? Les habitants commencent à aller mieux. Disons qu'on a eu une première bouffée d'oxygène avec la suppression des convois. Nous étions obligés de passer une fois le matin à 7 heures après 2 autres convois. C'était vraiment stressant. Nous avons aussi le train qui est arrivé. Donc nous dirons que ça va mieux. Mais les gens, il faut savoir qu'ils étaient arrivés à un état de stress qui était vraiment très 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 important parce qu'on a vécu 8 mois d'enfermement. On était là, on a partagé ces moments à travers beaucoup de reportages. Ces moments-là, ils restent évidemment très marquants pour la population. Oui, la population, elle est très, très marquée. D'ailleurs, les docteurs, les médecins le disent, on a un état psychologique des gens qui était aggravant. Et maintenant, heureusement, la situation commence à se débloquer. Mais croyez-moi, on était vraiment dans la souffrance. La bouffée d'oxygène pour vous, c'est le train des merveilles qui est revenu. On était là la semaine dernière. Nous, on a vu l'affluence des gens qui arrivent par ce train. Ça vous a sauvé aussi la saison touristique ? Oui, le train de merveille, c'est vraiment pour nous un atout considérable. Il faut savoir que cet été, 60 000 personnes sont venues à Tende. Le train était gratuit, un effort énorme de la région et ça a permis de faire venir des gens à Tende. Ça a donné de la vie dans le village, ça a fait travailler les restaurants. Les restaurants n'arrivaient plus à servir les repas. Mais pour nous, ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. On a eu la saison d'été, je dirais, qui a été un peu sauvée. L'accessibilité par la route, c'était quelque chose d'important aussi. Aujourd'hui, les choses progressent. On le voit quand on vient ici, on voit les chantiers qui parcourent un peu toute cette route. Ça, c'est important aussi aujourd'hui ? Ah oui, ce sont des chantiers titanesques et là, tous les gens le reconnaissent. C'est vraiment, le département fait un effort considérable sur cette route. Il y a 5 millions d'euros qui sont investis chaque mois sur la route. Et cela conforte les gens, puisqu'on fait voir aux gens qu'on s'intéresse à eux. On fait tout pour mettre en œuvre, pour retrouver le plus rapidement possible une situation normale. Parce que nous, la situation, on est liés. Dès qu'on a une route normale et des trains qui fonctionnent, je peux dire qu'on est sauvé. Un mot quand même sur l'accès de l'autre côté vers l'Italie, ça reste un problème ça aujourd'hui. Et l'accès sur l'Italie, alors là, c'est dramatique. L'accès Italie, c'est interrompu avec la tempête Alex. Donc, ça fait 8 mois où ils n'ont pas travaillé en Italie. Et on est tous suspendus maintenant. Il y a la commission intergouvernementale qui doit se réunir le 30 septembre. Donc, on attend qu'on donne le feu vert. Les propositions ont été faites. Il y a un viaduc qui doit être construit, mais qu'on ne nous fasse plus attendre. On avait la possibilité, même cet été, en organisant des convois, de passer de l'autre côté. Parce que nous, je dis de l'autre côté, pour pas dire en Italie, parce que nous, on vit vraiment au quotidien avec l'Italie. Les artisans travaillent avec l'Italie. Les gens ont besoin de circuler. C'était vraiment notre proximité. Il n'y a que le tunnel qui nous séparait. Merci Jean-Pierre Vassallo. Donc message d'espoir, même s'il y a encore beaucoup d'attentes, vous l'avez compris, de la part de la population ici à Tende. Merci Laurent, et merci Laurent donc en direct de Tende et Jean-Pierre Vassallo, comme beaucoup d'autres élus, on le sent, toujours très engagé évidemment depuis le début de cette catastrophe pour essayer de faire revivre ces vallées. Il y a la nuit qui tombe un petit peu ici ce soir à Saint-Martin-de-Vésubie, donc aux côtés du Boréon. Le journal va bientôt se terminer. Pourtant, pas question d'oublier l'élan de solidarité. Vous avez été extrêmement nombreux à donner de l'eau, de la nourriture, des médicaments, des vêtements au moment de la tempête. Il y a eu vraiment une forte notion d'empathie et de solidarité de la part des gens des vallées et aussi de la part des gens qui se trouvaient sur le littoral. Et puis il y a des gens, tout simplement des personnes qui donnent de leur temps,
qui donnent tout simplement de leur temps pour aller aider les sinistrés. Regardez ce sujet tourné par Loïc Blache avec Audrey Lally. La journée commence par 1 heure de marche sur un chemin pentu pour atteindre les 1000 mètres d'altitude. La mission du jour, changer la canalisation d'eau d'une habitation. On va faire le relais avec un tuyau de 32 en 25, parce que tout le reste du 25, il a été bien endommagé par la tempête. Allez, on va aller par là. 1 km à tuyau. Là, c'est 1 km à tuyau. Une vingtaine de bénévoles qui arrivent du Var, du Vaucluse, Alpes-Maritimes, de Suisse. Quand l'opération est plus compliquée, plus risquée aussi, ce sont les associations Mission Trekker et Aide aux sinistrés qui interviennent. Sur ce terrain très escarpé, il faut savoir garder son équilibre. Mais ni cela ni la pluie qui commence à tomber n'arrêtera ces volontaires. J'arrive au raccord. Des hommes et des femmes qui, à force de chantier, commencent à être polyvalents. C'est bon, nickel. Voilà, il faudra le raccorder à celui. Est-ce que vous avez appris des choses et si oui, quoi? Plein de choses. Par exemple, à poser des parquets, à faire des murs. Je ne savais pas faire des murs. À tirer des tuyaux. À boucher des tuyaux. Et surtout, appris à écouter les gens, les sinistrés. Pour dire ben voilà, là on aimerait bien que vous nous fassiez ça. Est-ce que vous pouvez nous aider pour ça? Toutes les idées sont bonnes, mais il faut tout. Un dernier accord à faire, et voilà le kilomètre de tuyaux d'eau entièrement remplacé. Oui, la mission est terminée, et je tiens à remercier tous ces bénévoles, que je pense qu'ils avaient autre chose à faire. Ils sont venus nous aider, c'est très gentil à eux. Et de surcroît, le bénévolat de nos jours, je ne pensais pas que ça existe encore. Alors de voir tous ces gens, ça me regonfle. Allez, 1 km de tuyau, bravo à tous. Ça, on est plus fort. Voilà. Non, si vous voulez essayer l'eau. C'est la fin de cette édition régionale. Je voudrais vous rappeler 2 choses. D'abord, vous pouvez voir toutes nos éditions à la mi-journée, 17h45, et ce journal sur notre site paca.france3.fr. Je vous rappelle que vous pouvez aller aussi sur notre page Facebook avec 26 000 membres donc pour l'entraide aux sinistrés. Mais on va se quitter sur des images d'une statue qui représente tout simplement Paul, le berger de Tende, qui a disparu, emporté par la tempête avec son troupeau. Et donc cette statue-là est évidemment symbolique. On rappelle aussi qu'il y aura beaucoup de commémorations le 2 octobre. Excellente soirée, merci de nous avoir suivis. Le service public était présent donc pour la commémoration de ces 1 an de la tempête Alex.